Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir l'histoire fascinante de notre consoeur qui a entrepris un tour de France des remplacements en médecine générale. Les remplacements offrent en effet une opportunité unique de découvrir divers environnements de travail et d'identifier les conditions idéales pour exercer son futur métier. Pour explorer ce sujet passionnant, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Anaïs Veretchak, une jeune généraliste qui a choisi de parcourir la France en réalisant des remplacements dans différentes régions. Nous découvrirons ensemble comment ce Tour de France lui a permis de rencontrer des modes d'exercice variés et des patientèles tout aussi diversifiées. Ce sera l'occasion de discuter de l'impact de ce voyage sur sa vision de la médecine générale et de ses futurs projets. Bienvenue Anaïs. Salut Mathieu, ça va ? Ouais, ça va très bien. Et puis je te remercie beaucoup d'avoir pu te libérer un moment dans ton grand Tour de France pour m'accorder quelques minutes. Merci à toi, écoute, c'est un plaisir d'être ici. Anaïs, qu'est-ce qui t'a initialement motivé à entreprendre ce Tour de France des remplacements et c'était quoi tes objectifs et tes attentes au début de ce périple ? Alors, faut savoir que moi, je suis une toute jeune docteure, on va dire, puisque j'ai fini mon internat de médecine générale en novembre dernier, donc en novembre 2023. J'ai eu la chance de finir cet internat en Polynésie française, donc j'ai fait 3 mois sur l'île de Tahiti et 3 mois sur l'île de Raiatea. Mon compagnon qui est kiné m'a accompagné sur les 3 premiers mois et c'est vrai qu'on a eu la chance d'explorer toutes les îles, de découvrir une autre culture et on avait déjà ce goût-là du voyage. Moi, j'ai toujours adoré bouger. J'ai eu la chance de partir en Russie et à Malte durant mes études durant l'externat. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé un petit peu cette vie de découverte, de sortir un petit peu des clous. Et forcément, bon, la Polynésie, c'était une expérience hyper enrichissante, autant personnelle que professionnelle, parce que j'ai fait des remplacements déjà dans des zones un petit peu sous tension médicale. Alors, c'est pas le même style de tension médicale qu'ici. C'est des îles qui sont isolées. Il faut faire sans urgence à proximité, avec un seul bloc de chirurgie. On n'a pas tout sur place, donc il y avait déjà cette notion de difficulté d'accès aux soins, on va dire. Et forcément, après un tel voyage, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en rentrant ? Donc on a un petit peu réfléchi tout ça et on s'est dit finalement on est parti à l'autre bout du monde, mais il y a des régions juste à côté de chez nous, sachant que nous on vient d'Auvergne, qu'on connaît même pas. Donc pourquoi pas faire un tour de France ? Et on s'est dit mais en fait nous ça nous intéresse pas trop d'aller dans les grandes villes parce que on a toujours été plus attirés de toute manière par les campagnes et on va dire qu'on est très sensibilisés à la question des déserts médicaux depuis de nombreuses années en venant d'Auvergne. Et on s'est dit, finalement, pourquoi on ferait pas un tour de France, mais des déserts médicaux ? On pourrait allier du coup notre passion du voyage en associant notre métier qui nous plaît tout autant. Et ça serait l'occasion de faire une aventure un petit peu différente, mais qui pourrait peut-être aussi permettre donc de sensibiliser les gens à cette question de difficulté d'accès aux soins. C'est absolument génial. C'est Proust qui disait que le vrai voyage, c'était pas de changer de paysage, mais de changer le regard sur les paysages qu'on connaît déjà, en l'occurrence en France, c'est génial. Et du coup, on va venir sur ton Tour de France. Tu m'as dit que pendant ton externat, t'étais même parti en Russie ? Tout à fait. Comment t'avais fait ? J'ai eu la chance de partir en Russie. Alors il y avait un programme d'échange à l'époque où en fait on pouvait partir dans un pays en fait qui était partenaire, on va dire, et en échange on accueillait un étudiant à notre place. Et moi, du coup, j'ai eu la chance de le faire 2 années consécutives. C'était sur 1 mois de stage. Moi, j'étais du coup à Saint-Pétersbourg, donc dans le grand hôpital de Saint-Pétersbourg en pédiatrie. C'est un service de grands brûlés. Donc, pareil, dans des conditions qui étaient quand même vraiment, on va dire, délicates parce que ils en sont pas au même niveau que nous en termes de santé. Donc, on voyait des choses qui nous faisaient crier, enfin on était c'est pas possible, on pensait que c'était pas possible. Et encore en tout cas c'était en 2018 par exemple ils faisaient pas d'anesthésie chez les petits avant 2 ans. Ok. Donc pour
Par exemple, je sais qu'il y avait pas mal d'anomalies. Alors, on n'a jamais trop osé poser la question parce que c'est vrai que les contacts étaient un peu froids. Il y avait beaucoup d'enfants avec des anomalies, on va dire, morphologiques, donc des syndactylies, donc des doigts fusionnés, des excroissances au niveau des oreilles. Normalement, ils avaient des sortes de petites boules de peau qui tombaient au niveau des oreilles. Et en fait, ils faisaient pas d'anesthésie pour ce genre d'intervention sur les petits avant de 2 ans. Donc ça, c'est des choses qui, pour nous, nous paraissaient ahurissantes. Alors qu'on est en 2018. Enfin, on se dit à l'époque, c'est pas Waouh, possible, quoi. incroyable. Et eux nous disent non, mais ils ont pas la même perception de la douleur que nous, donc nous, enfin, on était vraiment très étonnés et même les enfants, nous, on a beaucoup de conseils, notamment sur le fait de mettre un enfant dans un berceau, qui ait pas de couverture pour éviter tout danger, tout risque pour l'enfant. Là-bas, les enfants, ils étaient tous entassés les uns les autres. Il n'y avait pas d'identification entre les enfants, donc on se disait mais comment font les mamans en fait pour, enfin, j'imagine qu'elles reconnaissent bien leur enfant, mais on va dire il y a déjà eu des problèmes d'échange de nourrissons dans les années très antérieures à nous en France. Et là-bas, c'était encore sur ce système-là. On changeait les gastrostomies à côté de la cafetière à café. Enfin, c'est des choses qu'on a vues qui pour le coup, nous ont beaucoup marqué. Je suis partie avec une amie à moi de ma promotion. Et c'est vrai que c'est un voyage qui nous a beaucoup marqué, qui nous a aussi fait réaliser à quel point on avait beaucoup de chance d'être en France et d'avoir un système de soins comme le nôtre. Génial, c'est fascinant. Et du coup, tu as passé ton internat, là, tu es interne en médecine générale. Et du coup, est-ce que tu peux me décrire brièvement ton étape du Tour de France? Est-ce que c'est quelque chose que C'est tu as ça. prévu longtemps à l'avance, tout est déjà booké? Ou tu fais ça un petit peu au jour le jour? Comment ça se passe Alors et quelles sont tes effectivement, étapes? donc on a commencé au 1er janvier 2024. On s'est donné un an pour réaliser ce Tour de France, tout en se disant que voilà, si jamais c'était pas réalisable, on arrêterait avant, et que si jamais ça nous plaisait énormément, on pourrait continuer. Donc voilà, c'était l'objectif d'un an, mais c'est plus voilà, juste pour dire on va faire un an. Ça se passe très bien parce que finalement on arrive à trouver des remplacements, on a un rythme qui nous convient bien, donc on travaille 15 jours généralement, un peu plus parfois, 15 jours, 3 semaines de remplacement, et le reste du mois est consacré uniquement à la découverte du coup des régions dans lesquelles on est. On change de région donc tous les mois. On a fait on a fait la Drôme pardon en janvier, l'Ain et la Savoie en février, la Bourgogne en mars, on est repassé vers un coin de l'Auvergne en avril. Mais on était dans les Vosges, juin dans le nord de la France, dans une campagne à 30 minutes de Calais. Et là, on est dans la Manche actuellement. On a un remplat qui est déjà prévu pour le mois prochain en Bretagne. Donc l'idée c'est de continuer ce Tour de France dans ce sens-là pour faire une sorte de logique quand même. On va pas faire les 4 coins s'éparpiller, même en termes d'écologie c'est pas top. Et en fait on essaie de faire un petit peu 1 à 2 mois en avance parce que forcément les professionnels de santé savent pas forcément s'ils vont prendre des vacances et à quel moment. Et la difficulté c'est surtout d'arriver à trouver des remplacements conjoints avec mon compagnon puisque lui est kiné. L'idée, c'est Mhm. qu'on arrive à travailler ensemble, alors pas forcément dans la même structure, mais à proximité, sur les mêmes dates. Fantastique. Et je crois que vous vous déplacez en van ou en camion? Tout à fait. Alors, pareil, on fait les choses un petit peu sur des coups de tête, mais on adore ça. En fait, je suis rentrée mi-novembre de la Polynésie. On a acheté notre van mi-décembre et le 1er janvier, on partait, sachant qu'on n'avait jamais fait, mais ne serait-ce qu'une nuit dans un van. Donc, c'était la grande découverte. En plus, on a commencé par l'hiver, donc pas du tout la bonne idée. On a eu pas mal de petites galères au début parce qu'on ne savait même pas lire le panneau d'affichage, on savait pas à quelle icône correspondait à quoi. Enfin, vraiment, les novices de chez novices. Donc il y a pas mal de péripéties, pas mal d'anecdotes de ce côté-là. Alors c'est un peu la galère sur le moment, mais ça nous fera de bons souvenirs, j'en suis sûre. C'est vraiment génial, je trouve, comme idée. Donc tu alternes des jours de remplat avec des jours de découverte de la région, et puis Tout à après tu fait, prends ton van et tu vas au prochain remplat que tu as prévu quand même un petit peu en avance, j'imagine quelques jours en tout à avance. fait, c'est ça. Ouais, Et généralement, on sait quand même. Là, par exemple, je suis sur le remplat du coup de juillet. Je connais déjà mon remplat pour août, mais là, par contre, on va se mettre à chercher le remplat de septembre pour être sûr qu'on soit dans les clous. ok, donc tu fais ça 2 mois en avance, quoi, pour trouver les Oui, à remplats. peu près. Et tu les trouves comment, tes remplats? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça se passe sur Facebook. Donc en fait, Très il faut bien. savoir qu'il existe des groupes Facebook dédiés au remplacement dans chaque région. Donc la difficulté, c'est d'arriver à trouver les fameux groupes Facebook en sachant qu'on n'est pas du tout de la région. D'ailleurs, il y a des groupes Facebook dans les régions qui ont des noms absolument improbables, donc extrêmement compliqués à trouver. Ça ne nous facilite pas la tâche. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de site universel, on va dire, pour les médecins en France, que ce soit remplaçant et remplacé. Il y a
des entreprises privées qui essayent de lancer des choses, notamment je pense à Swing Santé, j'ai déjà travaillé avec eux, qui essaient justement de mettre sur une carte un petit peu sur le même principe que on va dire Blablacar, Vinted, c'est-à-dire qu'ils mettent en relation le remplaçant et le remplacé, et on peut proposer en fait ces annonces en cherchant je cherche un remplaçant de telle à telle période. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais en fait c'est pas assez pour l'instant connu. Donc il y a des annonces, mais il y en a pas encore assez. Intéressant. Note-les tous ces groupes Facebook, ça peut être utile, je pense, Ouais, pour tout à toi ou fait. pour d'autres, Mm, mm. pour refaire un tour de France de remplacement, parce que je pense que tu vas susciter des vocations. Oui, on reçoit pas mal de messages et on trouve ça chouette parce que je pense que notamment ça peut être l'idée, enfin c'est plus facile on va dire quand on vient juste de finir l'internat parce qu'on n'a pas encore de cabinet, on n'a pas d'attache. Ouais. Nous par exemple on n'a pas d'enfants, on n'avait pas de logement comme on revenait de la Polynésie. Du coup c'était l'occasion parfaite en fait de partir un petit peu à l'aventure. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut plaire. Aujourd'hui c'est vrai que on voit beaucoup de choses sur la difficulté d'accès aux soins avec de l'obligation, c'est-à-dire obliger les internes à partir dans des zones dans lesquelles ils n'ont pas envie d'aller, obliger peut-être certains professionnels de santé, maintenant on entend des choses très ahurissantes les unes que les autres, sur l'obligation d'installation. Moi je pense qu'au contraire il faut rendre ces zones-là attractives, il faut montrer leur potentiel, il faut essayer de rendre la chose intéressante parce qu'on sait très bien que l'obligation ça fonctionne pas sur le long terme. C'est clair. C'est ce que à peu près tout le monde dit, tous les professionnels de Oui, ça serait santé bien le qu'on nous disent. écoute, mais C'est bon. clair. Du coup, est-ce que les cabinets dans lesquels tu as remplacé se ressemblent à peu près? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Et en quoi ils se ressemblent et en quoi ils sont différents, tous ces cabinets que tu as découverts jusqu'à présent? Alors c'est vrai que comme là je suis du coup à mon 7e remplacement, Mhm. il y a beaucoup de différences quand même. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, donc vraiment des structures assez grandes. J'ai eu la chance de travailler dans des cabinets où j'étais toute seule, donc pareil là avec une plus grande autonomie, des cabinets où ils sont à deux, des cabinets où il y a des télésecrétariats, des cabinets où il y a des secrétaires sur place, un cabinet où il y avait une assistante médicale aussi. Donc c'est assez varié finalement, mais dans on va dire ma synthèse sur tout ça, en tout cas le point commun sur tous ces cabinets, c'est que même s'ils sont dans des zones de désertification médicale, c'est des cabinets qui sont extrêmement bien équipés et Ok. qui sont vraiment bien mis en relation avec tous les spécialistes de la région, les hôpitaux, etc. Ce qui fait que quand même ça facilite, on va dire, les choses, même si la situation elle est compliquée, on n'est jamais tout seul, même si c'est ce qu'on peut penser. En tout cas, on se dit oh là là, je vais dans un désert médical, ça va être horrible, je vais me retrouver toute seule, s'il y a une urgence, comment je vais faire, etc. En fait, finalement, ça fonctionne plutôt bien. Ça reste le même principe qu'en ville. Alors certes, effectivement, on va réfléchir un peu plus différemment, c'est-à-dire qu'on va pas envoyer directement aux urgences au moindre problème. On va avoir tendance à reconvoquer peut-être les patients sur 24-48 heures pour essayer de gérer en ville, on va dire. Mais ça fonctionne très bien. Super, ça fait plaisir à entendre. Et donc toi, tu fais de la médecine générale. Est-ce que tu as des actes particuliers, des appétences particulières pour tel ou tel domaine, spécialité? Est-ce que tu as fait des DU particuliers que tu arrives à mettre en œuvre? Alors pour l'instant, j'ai pas fait encore de DU, même si il y a pas mal de domaines qui m'intéressent particulièrement et je pense que sur l'année 2025, je vais commencer du coup. Moi, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est pédiatrie et gynéco, donc les actes au cabinet, notamment tout ce qui est frottis, etc. J'en fais. Mais comme beaucoup de médecins généralistes aujourd'hui, même si c'est pas toujours connu, parce que bon, les sages-femmes font aussi un rôle qui sont vraiment calées là-dessus et font des prises en charge géniales. Donc c'est vrai que souvent on a tendance à renvoyer vers elles. Euh, mais non, on va dire, j'ai pas de spécialisation en soi. Après, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est micronutrition, donc Ok, pourquoi pas faire un DU à ce niveau-là prochainement, à voir. super. Donc là, tu remplaces en médecine générale et puis tu fais des consultations de médecine générale dans tous les cabinets dans Voilà, tout lesquels à tu fait. passes. Mm, Et c'est ça. ok. Et je vais te poser la même question, mais du côté des patients, est-ce que tu as trouvé que les patients étaient différents d'un cabinet à l'autre et d'une région à l'autre? Et en quoi? Oui, tout à fait. Alors déjà, on se rend bien compte, bon, on sait que plus de 80% du territoire en France est concerné par un manque de soignants, mais très clairement, au sein même de ces zones, il y a de grandes différences. Il y a des zones vraiment où l'accès aux généralistes est extrêmement compliqué. On est sur des délais qui sont parfois supérieurs à un mois, ce qui est énorme en fait pour des consultations, ou d'autres on est par contre sur une grosse semaine, donc il y a quand même pas mal d'écart. Et c'est vrai que dans les cabinets où c'est extrêmement compliqué de consulter, forcément il y a beaucoup moins, on va dire, de bobologie.
Donc en tout cas sur les thématiques de consultation, on n'est pas toujours sur la même chose. Il y a aussi beaucoup de prises en charge qui sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'on récupère des patients qui sont en errance médicale, qui n'ont plus de suivi, où là il y a pas mal de travail à faire. Donc c'est-à-dire que sur 15 jours, on essaie de faire le maximum. Enfin, j'essaie en tout cas, mais c'est pas toujours évident, surtout que derrière. Alors moi en fait, pour expliquer, c'est-à-dire que souvent je reçois les patients des médecins que je remplace, et comme je fais des grosses horaires, on va dire, j'ouvre des créneaux à des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et c'est dans ces moments-là où ça peut être compliqué, parce que c'est des gens qui n'ont pas vu de médecin depuis plus de 6 mois des fois, et qui ont des pathologies chroniques. Je pense par exemple à des diabétiques qui arrivent avec des hémoglobines glyquées qui sont complètement perturbées, et là il faut arriver à refaire le point. Enfin, c'est des choses qui parfois sont pas évidentes à gérer en médecine générale. Intéressant. Et tu ne remplaces que dans des déserts. Oui, on essaie vraiment. Alors, c'est pas toujours évident, parce que par exemple, je pense au remplacement que j'ai fait dans les Vosges, j'avais bien demandé à la médecin si j'étais dans un désert médical. Elle m'a affirmé que oui, mais en soi, la ville dans laquelle j'étais n'était pas un désert médical. La zone alentour était un désert médical, mais la ville en elle-même, il y avait quand même pas mal de médecins généralistes, donc on sentait que c'était pas tout à fait pareil. Par contre, là où j'étais le mois précédent, on est sur plus de 10 000 patients là qui se retrouvent sans médecin traitant du jour au lendemain, puisqu'il y a 3 départs en retraite simultanés. Là, c'est très 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 compliqué. Et donc c'est un souhait de ta part de faire uniquement des coins désertiques par manque de soignants. Mm. Pourquoi tu intercales pas une grosse métropole dans ton Tour de France par exemple? Pourquoi tu ne souhaites faire que des déserts médicaux? En fait, on avait envie vraiment d'associer un message derrière ce projet-là, en se disant qu'on pourrait peut-être sensibiliser et peut-être essayer de faire bouger un petit peu les choses, ou du moins de créer un début de prise de conscience, on va dire, chez les gens. Se rendre compte que, par exemple, je me bats un petit peu sur les réseaux sociaux là-dessus, qu'honorer son rendez-vous chez son médecin traitant, mais aussi chez son kiné, chez sa sage-femme, son dentiste, c'est primordial aujourd'hui en France. On peut plus se permettre de mettre des lapins, hein, comme on dit, aux professionnels de santé, parce que derrière, voilà, c'est des gens. Je sais que je refuse parfois jusqu'à 6 patients par jour à prendre en charge. Voilà, c'est une consultation que j'aurais pu donner à un patient qui veut forcément sûrement devoir aller aux urgences, ou appeler le 15, SOS médecin, etc. Donc c'était une volonté d'allier un message, on va dire, de santé publique derrière ce projet-là, et puis aussi parce que nous, on est convaincus que le rythme de vie et le confort de vie dans ces zones-là est beaucoup plus intéressant que dans les grandes métropoles, mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Donc tu penses que la qualité de vie est supérieure quand on exerce dans un désert médical, quand on est médecin généraliste? Alors, je pense pas forcément. Alors, oui et non. On va dire que moi, je trouve que les patients qui sont dans ces zones-là, donc les patients qui sont dans les campagnes, je dis les campagnes, mais des fois, il y a des déserts médicaux qui ne sont pas dans des campagnes pures comme on l'entend, qui sont des fois dans des périphéries de grandes villes, sont des patients qui sont toujours beaucoup plus sympas. Ok. C'est parfois dur à dire, mais c'est une réalité. C'est des patients qui sont beaucoup plus reconnaissants, beaucoup plus respectueux, qui ne viennent pas, comme on dit des fois, faire leur drive. Donc souvent, les patients en ville arrivent, voilà, je veux un IRM, je veux ci, je veux ça. En fait, c'est un peu la liste de courses. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce contact-là. Dans les campagnes, les patients sont beaucoup plus reconnaissants. Alors, bien sûr, on fait pas ce métier-là pour attendre un merci, mais c'est vrai que quand on l'a à la fin de la consultation, ça rebooste pour la journée, et on sait pourquoi on est là. Je trouve que voilà, ce lien-là, il est important. Donc moi, c'est sûr que plus tard, je m'installerai forcément dans un désert médical ou dans une campagne, parce que voilà, j'adore ce lien-là de médecin de famille entre guillemets, hein, où on a vraiment une relation avec le patient qui se construit. Mais voilà, c'est un petit peu c'est mon ressenti à moi en tout cas. Je pense pas que tout le monde est le même, et c'est normal. Et puis après voilà, nous on préfère par contre pareil vivre avoir un jardin et une maison plutôt que de vivre dans un appartement. Et, c'est très différent Génial. Ouais, entre ouais, chaque personne. c'est un point de vue fascinant. La difficulté pour certains, c'est de trouver un travail pour le conjoint, par exemple. Donc toi, Tout à le fait. tien est kiné. Il y a aussi une grosse demande dans les actes de kiné Mm. et les soins de kiné. Et puis pour les crèches, les administrations, Tout à fait. etc. Et c'est ça qui Ça, peut j'entends poser tout à problème pour fait, et certains de nos je confrères. Ouais. condamne pas du tout les confrères qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas aller dans ces zones-là, parce que ça c'est une réalité. C'est-à-dire que voilà, demain, si il faut faire 45 minutes de route pour trouver une école pour nos enfants, c'est vraiment une question qui va se poser forcément. Je pense que c'est compliqué. Il faut arriver à redynamiser ces régions. Il faut arriver. Mais ça, c'est sûr que c'est pas que aux soignants de le faire. Hein. C'est vraiment les politiques, enfin le gouvernement, tout ça. Il y a un énorme travail à faire. Ça c'est certain.
Ouais, et puis je vois que toi, tu prends ta part de boulot dans ce vaste projet et c'est génial. Anaïs, est-ce que tu as appris des choses dans les 7 premiers remplacements que tu viens de faire et qu'est-ce que tu as appris? Alors je dirais que j'ai appris dans le sens, comme c'est mon début d'exercice en tant que jeune docteur, déjà à me mettre des limites, c'est-à-dire enfin dire non, c'est important de savoir dire non au quotidien, alors que ce soit pour des demandes abusives de patients, mais que ce soit aussi, par exemple justement quand je dois, on me demande est-ce que vous pouvez me prendre en plus aujourd'hui, etc. Savoir dire non, parce qu'en fait finalement tirer sur la ficelle, ça peut nous amener à des situations, nous-mêmes psychologiques où ça devient compliqué. Je pense notamment en février où en fait je disais oui à tout, c'était très compliqué, j'ai fait que 15 jours pourtant et je me sentais lessivée, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas bien, j'avais la boule au ventre, je sentais que j'étais fatiguée et ça je pense que c'est hyper important en tant que soignant de se dire qu'on peut pas sauver l'humanité, ça c'est ce qu'on m'avait dit un de mes maîtres de stage et que je trouve très juste. On fait notre maximum, on fait comme on peut. Aujourd'hui, on n'est pas responsable des problématiques de déserts médicaux, des problématiques d'accès aux soins de manière générale. Faut faire le mieux, mais il faut le faire enfin, tout en respectant en fait ses possibilités et ses limites, quoi. Parce que c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué et on peut vite être dépassé et tomber en burn-out quand ça se prolonge sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une question super importante et très actuelle. C'est le fait de savoir se préserver Mm. et savoir dire non, mettre des limites. Tu le dis très bien parce que quand on se fait dépasser, ben, c'est le début du burn-out, etc. Et puis quand nous, on est en mauvaise santé, du coup, c'est des milliers de gens qui le sont beaucoup moins parce qu'on C'est peut ça. plus les soigner, si on peut plus les prendre en charge. C'est quand même bateau. C'est sûr que si nous-mêmes on a besoin de de prise en charge, ça va être compliqué de prendre en charge les gens de manière correcte. C'est clair, mais tu le fais très bien. Après, il faut prendre un petit peu sa part de responsabilité, forcément, mais on peut pas dire oui à tout. Mm. Surtout, C'est ça. j'imagine, toi, dans un désert, j'imagine que tu dois avoir des coups de fil toute la journée, tu dois avoir un secrétariat Mm. qui chauffe, et ça doit être C'est ça, difficile ça de peut savoir être dire non. ouais, vite compliqué et c'est vrai que il faut arriver à prioriser, mais il faut aussi arriver à s'écouter. C'est, je pense, pas toujours évident à faire et je dis pas que je le fais parfaitement, mais c'est vrai que c'est une question sur laquelle je pense qu'il faut travailler tous les jours pour essayer de trouver son équilibre. Tout à fait. Du coup, toi, tu as un poste d'observation hyper privilégié parce que tu fais le tour de France des déserts médicaux, tu vois des patients très très différents, des cabinets extrêmement différents. Est-ce que ta vision de la médecine générale a changé et qu'est-ce que tu as pu développer comme idée à ce sujet sur la pratique de notre métier en France? Je me rends compte qu'aujourd'hui, avec la difficulté aussi d'accès aux spécialistes, qui est aussi de plus en plus compliqué, avec des délais maintenant qui atteignent parfois une année, voire plus, on est obligé d'être encore plus, d'avoir une pratique encore plus transversale. C'est-à-dire que il faut être maîtriser un petit peu tout, hein, finalement. Là, je pense notamment aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, à la dermatologie. C'est vrai que la dermatologie, j'en ai fait pendant mon internat une journée par semaine pendant 6 mois. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant de faire un DU là-dessus pour justement en cabinet arriver à ne réadresser finalement que les grosses urgences, Mhm. savoir utiliser un dermatoscope, reconnaître des lésions, les lésions les plus communes pour pouvoir justement faire le tri et pas se dire bon ben au moindre petit bouton bizarre on renvoie au dermato en sachant que le patient a un rendez-vous dans 12 16 mois voire plus. Ça je pense que c'est important en fait en médecine générale finalement ben d'avoir des connaissances encore plus vastes qu'on pouvait en avoir avant. Ça, je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Ouais, tout à fait, ouais. Après, ça pose aussi la question de savoir, d'arriver à être efficace, c'est-à-dire que je pense que tout maîtriser, c'est pas possible. Ça, il faut se le dire clairement. Et c'est à la base, c'est ce qu'on nous a toujours dit en médecine générale, c'est-à-dire qu'il faut connaître les bases, il faut savoir distinguer les urgences, mais il faut pas hésiter à déléguer. Aujourd'hui, malheureusement, déléguer, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile. Et ça, c'est vrai que ça pose problème. Mais je pense que voilà, il y a des DU qui sont proposés et il faut pas hésiter, je pense justement à en faire pour pouvoir être plus à l'aise en consultation sur certaines demandes. Après voilà, il y a des choses qui se développent. Je pense notamment à OmniDoc qui a une interface où on peut demander en fait des avis en ligne. Ah ouais. Euh, donc du coup c'est complètement on va dire j'allais dire légal, mais c'est pas légal le mot, c'est vraiment quelque chose de sécurisé où il y a vraiment des échanges entre professionnels de santé
vis-à-vis d'un patient qui a accepté bien évidemment qu'on puisse demander un avis. Et ça permet généralement, notamment je pense à la dermato, d'envoyer une lésion en photo et de dire bah voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut vous l'envoyer rapidement ou est-ce que ça peut encore attendre. Ça c'est rassurant aussi et heureusement que ce type de technologie là se développe pour pouvoir nous aider quoi. Super. Est-ce que tu as observé une innovation ou des techniques, des pratiques particulières dans tes remplats que tu aimerais voir adopter plus largement? Je pense notamment aux assistantes médicales. C'est vrai que Ouais. j'ai eu la chance de travailler avec une assistante médicale en mars. Mhm. J'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça permet de libérer quand même une bonne partie du temps administratif qu'il faut le dire aujourd'hui et prend une grande place en médecine générale alors que je trouve pas trop notre boulot. Ça permet aussi notamment de prendre les constantes ou des choses sur lesquelles on va prendre peut-être que 2 minutes sur les 15-20 minutes de consultation mais qui sont 2 minutes supplémentaires sur lesquelles on va pouvoir faire un peu plus de prévention ou pouvoir discuter un peu plus avec les gens. Enfin, je trouve que c'est très intéressant en termes de travail. Et puis moi, ça c'est ce que j'aimais beaucoup à l'hôpital, c'est de travailler en équipe. Donc je trouve que si on s'entend bien avec l'assistante médicale ou l'assistant médical, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un travail en binôme. Pour pouvoir aussi appeler des spécialistes en urgence, trouver des rendez-vous. En fait, on va dire que c'est une secrétaire médicale avec une formation supplémentaire et je Mhm. trouve que ça a vraiment un atout. En tout cas, je l'ai vu que sur 15 jours, donc peut-être que c'est un peu juste pour pouvoir conclure, mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et je vais avoir la chance de retravailler avec une assistante médicale le mois prochain, donc je pense que ça me permettra peut-être de consolider mon idée ou au contraire de me dire bon finalement ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. À voir, je pense que c'est quand même bien. Très bien, ouais. T'es pas la seule à me le dire. Enfin, à peu près tous les confrères que j'interroge sur cette question me disent que l'assistante médicale est quand même, ou l'assistant est hyper Mm. pratique. Donc, la CNAM, dans la prochaine convention qui vient d'être signée, va donner aux médecins libéraux et aux médecins généralistes des forfaits, des aides financières pour promouvoir Pouvoir l'embauche embaucher, ouais. d'assistants Mm. médicaux, ouais. Du coup, au cours de tes remplacements, est-ce que tu as eu une expérience particulièrement marquante que tu voudrais nous partager, Anaïs? Alors j'en ai eu pas mal. J'ai eu notamment en janvier, je sais que j'ai une patiente en fait qui était tellement contente de voir un médecin qui m'a pris dans ses bras. Alors ça Bah, on va me dire oui, c'est pas du tout le rôle d'un médecin, chacun sa place, etc. Mais moi j'ai trouvé ça touchant. Ça montrait à quel point cette personne était démunie et était juste hyper soulagée finalement d'avoir un professionnel de santé face à elle qui pourrait l'écouter, la prendre en charge. Donc ça ça m'a marqué, on va dire quand même. Je ah trouvais ouais, ça ça c'est très incroyable, hein. très Oh. émouvant. Après il y a toujours des personnes qui nous touchent plus ou moins, des situations qui sont quand même délicates. Je pense notamment à des personnes âgées qui n'ont plus de médecin traitant, qui sont à domicile, qui sont grabataires et chez qui j'ai vu on fait des renouvellements d'ordonnances sans jamais les examiner, donc forcément ça finit par ne plus aller. Mhm. Donc je pense notamment à une personne âgée que j'ai vue suite à une sortie d'hospitalisation où finalement en fait c'était la cata, donc il fallait tout reprendre. Ça c'est des choses qui sont compliquées, c'est une réalité. Des fois on se dit oh mais en France on sait que la phrase voilà la santé c'est gratuit, c'est pour tout le monde partout tout le temps. En fait c'est plus vrai aujourd'hui, c'est fini ça. Et je pense que ça dans la tête des Français c'est pas encore ancré. Et il y en a qui voilà je sais se plaignent encore parfois au niveau des secrétariats parce que les délais sont trop longs. Mais il y en a qui ont encore la chance d'avoir des médecins traitants, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Très bien. Et est-ce que tu as pu commencer à identifier un type de pratique qui t'attire plus qu'une autre? Et du coup, où est-ce que tu te vois dans quelques années? Est-ce que tu te vois d'abord installé ou pas? Alors moi c'est vrai que j'ai un peu la bougeotte et j'aime bien toujours changer les choses. Je pense que c'est sûr que j'ai envie de m'installer dans un cabinet pour avoir mes patients, pour pouvoir justement développer ce que je disais tout à l'heure, cette relation médecin-patient que je trouve vraiment intéressante. Mais je pense pas que je pourrais faire 5 jours de cabinet dans la semaine. Moi, il faut savoir que j'ai un attrait particulier pour la prévention, donc j'aimerais beaucoup, par exemple, faire 2-3 jours dans un cabinet et travailler dans un planning familial les 2 autres jours, ou enfin, avoir une activité un peu mixte. Ok. L'hôpital, j'en ai pas forcément gardé des bons souvenirs, mais plutôt des centres de prévention. Ça me plairait beaucoup. Ou alors des interventions dans les écoles, faire des interventions dans les entreprises justement pour parler un peu plus de prévention, de santé mentale, de toutes ces choses-là. Je pense que ça me plairait beaucoup d'avoir un exercice vraiment varié.
Donc à voir, il faudra que je trouve aussi quelque chose qui puisse être compatible parce qu'il faut que je puisse trouver des collègues qui veulent s'associer sur un système un petit peu comme le mien finalement. Donc à voir. Après Génial. je sais que je suis jeune, je viens juste de finir, donc je pense qu'il faut aussi encore que j'ai un peu plus d'expérience. Alors on dit que peut-être on prolongera un petit peu le Tour de France sur 2025 ou du moins qu'on continuera les remplacements pendant encore un petit moment pour au moins avoir un peu plus d'expérience pour Ok. permettre aussi d'avoir le temps de faire des DU aussi parce que je pense que quand on est installé c'est plus compliqué. Mais voilà, in fine effectivement il y aura je pense une installation, oui ça c'est sûr. Ok. Et tu sais dans quel coin de France? Alors nous, on est d'origine auvergnate, donc forcément, on a toute notre famille et nos amis en grande partie là-bas. Après, il ne faut jamais dire jamais. Donc peut-être qu'on aura un coup de cœur sur une des régions du Tour de France. C'est vrai qu'il y a des régions qui nous ont beaucoup plu. Près de là à s'installer, je sais pas. Il faut voir. Il y a ça qui est bon, là tous les tous les médecins que j'ai remplacés seraient ravis qu'on reste dans la zone parce que Mhm. forcément un médecin et un kiné en plus, c'est toujours l'idéal. Il faut voir. Je sais pas trop de quoi l'avenir est fait, mais on verra. Très bien, donc pour l'instant tu finis ton Tour de France, peut-être que tu cumules d'autres remplats, d'autres DU C'est avant ça, de décider de te poser quelque part. tout à fait. Super. Écoute Anaïs, c'était vraiment super, c'était un super épisode, je te remercie beaucoup. Je vais juste te poser une dernière question qui est Mhm. facultative, mais bon, j'imagine que tu te balades en van avec ton copain, tu cumules les remplacements. J'imagine que tout doit pas filer et couler de source avec je sais pas, les clés, les logements, les cabinets, etc. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante à nous partager sur ce Tour de France qui t'a amusé, que tu aurais envie de nous partager? C'est notamment sur le remplacement, donc c'était en février. Donc en fait, on était logé par la mairie parce qu'il faut savoir que on essaie toujours de trouver un logement pour pouvoir être posé quand même sur les durées des remplacements, parce que c'est vrai que D'accord. la vie dans le Donc, van, quand on remplace, c'est impossible. Enfin vraiment, déjà en plus on a un petit chien. ok. Il faut arriver à gérer l'eau, il faut arriver à gérer les fournitures. Enfin bref, c'est quand même une organisation qui est très importante et quand on fait des grosses horaires, c'est pas possible. Donc souvent on est logé, enfin on est tout le temps logé même d'ailleurs, soit par la mairie, soit par les médecins eux-mêmes, soit il nous est arrivé de dormir pendant 15 jours dans la salle de poste de la maison de santé. Donc on n'est pas compliqué, hein. Waouh. On n'est pas compliqué, juste un clic-clac et de quoi prendre une douche et faire réchauffer un peu à manger, on prend. Et c'est vrai que on est arrivé en février, on a récupéré les clés, on n'avait pas exactement les indications de là où on devait aller. Et en fait, on s'est trompé enfin, c'était dans le même immeuble, mais nous, on est passé sur un côté, et en fait, il fallait passer de l'autre. En fait, on est rentré clairement chez les gens en ouvrant, et on n'était pas du tout au bon endroit. Donc bon, ça a commencé très mal. En plus, du coup, notre aventure est un peu médiatisée, donc on était avec France 2 à ce moment-là. Enfin, c'était la honte complète parce que du coup, il y avait les caméras, on est rentré chez des gens. Bon, bref, c'était c'était quand même un peu pépisse, et finalement, on a réussi à trouver le lieu exact. C'est génial, c'est génial. Anaïs, notre échange touche à sa fin. Je te remercie infiniment, c'était super intéressant. Moi, je trouve ton projet absolument génial. Et puis surtout, tu donnes envie aux gens d'aller bosser et remplacer dans des déserts médicaux. C'est ultra vertueux. Tu sensibilises sur le manque de soignants, sur la lutte contre les lapins. Moi, je trouve ça génial. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? Bien sûr. Alors généralement, je documente principalement du coup sur mon compte Instagram, donc Anaïs Verechak Off. C'est là-dessus que voilà, j'essaie de partager autant les aspects positifs que les aspects négatifs parce que j'ai pas du tout envie que on se dise tout est parfait, etc. parce que c'est loin de l'être. Mais c'est vrai que j'ai envie de montrer que ça peut être top. Nous en tout cas, on n'a aucun regret sur ce choix en tout cas de faire ce Tour de France. Je reçois quotidiennement des messages de sages-femmes, d'infirmiers, de pharmaciens, de dentistes, etc., de médecins qui ont envie de faire comme nous et franchement, j'espère qu'ils le feront parce que déjà pour eux, ce sera une expérience enrichissante et ça ne pourra aussi que venir en aide aux patients de ces zones-là et aux confrères aussi qui ont du mal à prendre des vacances. C'est hyper important, hein, on en parlait de la santé mentale, du Mhm. burn-out. Il faut que ces médecins-là et ces kinés-là, les autres professionnels de santé puissent prendre des vacances. Donc voilà, j'espère que ça pourra encourager des personnes à faire. C'est vrai que la van life c'est un peu tendance, donc pourquoi pas voilà allier l'utile à l'agréable et faire ce Tour de France. En tout cas, on a un très très beau pays. Je sais qu'on est dans un contexte actuel qui est un peu compliqué, mais on a des très belles régions, on a une très bonne gastronomie, de beaux paysages. Bref, ça vaut vraiment le coup.
Fantastique. En tout cas, tu promeus parfaitement ce projet. Merci infiniment, Anaïs. À bientôt. Merci à toi en tout cas pour ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!